L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Alors, moi je suis Eden, je travaille à Parle avec elle, j'étais sur l'organisation de l'événement d'aujourd'hui, donc on est le 25 janvier. Cet après-midi, ce qui est prévu, c'est de faire une après-midi conviviale autour d'animations sur les discriminations, sur le handicap, et après il y aura un goûter qui est prévu, chocolat, thé, comme d'habitude, voilà. Ici, on est à la Croix-Falgarde, on est un peu hors de où est-ce qu'on fait normalement les actions. On a voulu exporter le projet pour peut-être proposer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on va essayer de reproduire voilà, quand il fera peut-être beau aussi, pour essayer de profiter des extérieurs, parce que c'est un super environnement. Donc voilà, et on est avec Nathalie qui va faire de l'animation cet après-midi. Voilà. Bonjour, je suis Nathalie, Le Temps d'un conte. Et donc je suis auteure de livres pour enfants. Donc je traite du handicap, principalement de la différence, de l'acceptation, de la discrimination. Et donc à travers de 4 livres, je parle du daltonisme, de la dyspraxie, du divorce et de la discrimination. Donc à chaque fois, à travers le livre, il y a un personnage principal qui s'appelle Cookie et qu'on retrouve dans chaque livre. Donc il fait des connaissances, il nous fait voir un petit peu son monde, son univers, à travers l'école, à travers le parc où il va jouer avec ses copains. Je vous ai croisé à la Nuit des Contes, et c'est quoi le lien avec aujourd'hui? Alors c'est parce que je fais aussi des spectacles. Je fais des animations musicales, des animations yoga enfants. Et donc à la Nuit des Contes, je présentais un spectacle sensoriel sur les 5 sens qui s'appelle Balthazar le lézard. Et donc les enfants pouvaient rentrer à l'intérieur du spectacle, pouvaient toucher, sentir, goûter, voir et écouter les bruits de la nature et s'amuser avec tout le décor qui était présent. Naïma. Moi je suis au Busca. Et là vous participez donc à cet après-midi, pourquoi? Pour sortir du quotidien. Parce que mon fils est parti à la luge. Ma fille est directrice, elle a pris son frère, elle a pris son fils, alors ça fait que je suis toute seule. Alors, il faut bien que je sorte. Avec d'autres femmes? Oui, on se connaît très très bien et on en profite. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Alors c'est là que, c'est le moment de s'apprécier, un bon thé, chocolat chaud, des beaux gâteaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus? Rien. Nathalie. Bien, alors moi je suis auteure de livres pour enfants, mais aussi à destination des adultes, c'est-à-dire que ça traite du daltonisme, donc à moins que vous connaissiez des daltoniens autour de vous. Pas vraiment personnellement, mais je connais le sujet. Et donc j'ai aussi traité la dyspraxie. Est-ce que vous connaissez la dyspraxie? Non. C'est quelque chose qui est voisin de la dyslexie, c'est-à-dire DYS, c'est difficulté A. Lexie, c'est lire. Praxie, c'est attraper, prendre. Mais c'est aussi l'équilibre, c'est aussi la représentation spatiale, les routes à droite, à gauche. Il y a qui sont dyslexiques, là, ils se tirent les cheveux. Oui, mais ça c'est... Ils sont comme ça, les dyslexiques. Non, ça c'est parce qu'ils ont un autre trouble en plus. Oui, ils ont un trouble en plus. Voilà. C'est souvent, moi, j'aime bien quand tu es à l'école, tu sais, c'est des élèves qui vont confondre, par exemple, le P, le B, le Q, le Q, le P. C'est-à-dire que le D, ça peut être aussi bien un B qu'un P ou un Q. Donc forcément, il faut se repérer par le reste des lettres. Le U, lui, ne change pas, généralement, à moins que ce soit peut-être un N. Mais voilà, c'est assez compliqué. Et puis, il y en a qui arrivent à photographier les mots, d'autres qui n'y arrivent pas.
Donc souvent c'est du B à bas, c'est-à-dire qu'il faut faire chaque syllabe. Donc c'est pour ça qu'ils lisent plus lentement, parce qu'il faut plus de temps pour essayer d'imaginer quel pourrait être le mot. Un P, un Q, un B, un B. Il faut essayer avec la lettre d'à côté. Il faut essayer plusieurs combinaisons avant de lire le mot. Avant de se dire, ah, mais ça doit être un E, c'est pas un C, c'est pas non plus un C cédille. À l'envers, un E, ça pourrait peut-être ressembler aussi, voilà. Donc, s'il y a un B et un E, ça fait be, donc ça peut pas être tout seul, donc ça doit être deux, parce que ou peut, mais ou peut. Alors peut, est-ce que ça marcherait dans ça leur prend un temps infini à trouver la combinaison. Et donc, moi, j'ai pas fait la dyslexie, j'ai fait la dyspraxie, qui est une difficulté à comprendre son corps et à attraper les choses. Et à se repérer dans l'espace aussi, capable de se perdre dans une ligne droite, ou marcher tout droit, et ils voient le mur, mais ils foncent quand même dedans. Ils n'ont pas vu qu'il était aussi près. Ils ont du mal à serrer correctement le verre. Ça peut être ça aussi. Servir de l'eau, et il faut tenir le verre et poser la bouteille dessus, et si on ne tient pas le verre, bon, bah, la bouteille elle va être trop appuyée, le verre va vertiger. Donc c'est un rapport de motricité entre les sensations, enfin, le cerveau et les... C'est ça, tout ce qui va être physique. Oui. Donc ça veut dire que ça peut être aussi... court-circuité, c'est quelque chose qui n'arrive pas alors ça arrive, mais c'est un peu comme quand vous prenez un direct Toulouse-Paris. Bon, bah, là, le TGV, il va aller très vite. Imaginez-vous qu'à chaque fois, c'est un omnibus. Donc, forcément, il va partir là, c'est pas là, non, c'est pas là non plus. Et le temps qu'il arrive à Toulouse, bon, bah, il s'est passé un temps beaucoup plus long et forcément, ça pose problème. Avec plein d'aventures. Voilà, donc c'est compliqué pour la dyspraxie et c'est pas vraiment un truc qui est très connu. Donc, voilà, j'ai traité la dyspraxie et j'ai traité aussi du divorce, mais la maman qui m'a demandé de traiter du divorce m'a demandé de le faire de façon positive. C'est-à-dire, pas un livre où il y a encore écrit « Papa et maman ne s'aiment plus, mais papa t'aime toujours, mais maman, elle t'aime toujours aussi. » Donc, plus joyeux, plus... voilà, voir le bon côté du divorce, côté enfant. Tout ce que ça peut apporter en termes d'enrichissement personnel. Et le dernier livre, c'est un peu sur la discrimination, donc je l'ai appelée Julie, et Julie en a pris plein la tête comme personnage parce que elle est noire, elle est handicapée, et elle y voit rien sans ses lunettes. Voilà. Et donc, j'ai traité un petit peu de Julie, un petit peu au milieu de tout le monde. Voilà, donc je vais vous dire d'abord Samuel, ensuite Edgar, qui est bizarre, Zébulon, et en dernier, Julie, parce que en fait, chaque livre s'est enrichi du personnage d'avant. Donc du coup, il y a une suite logique. À savoir que dans chaque classe, il y a au moins un dyspraxique. Qui ne sait pas forcément qui il est. Donc voilà. Si on ne tombe pas dans une famille où on connaît le trouble 10, où on n'a pas été voir le neuropédiatre, parce que normalement, depuis 2003, c'est obligatoire d'aller voir le neuropédiatre. Mais il y a beaucoup de dossiers qui se font sans neuropédiatre. Ce qui est dommage. Après, le neuropédiatre, non, mais le neuropédiatre explique le syndrome 10, normalement. Normalement. Voilà, s'il a un peu de temps, normalement, il explique le syndrome 10. Bon, je vais vous lire Cookie et Samuel. Cookie et Samuel sont amis. Samuel est un petit garçon très joli car il s'habille avec des milliers de couleurs. Et Cookie aime beaucoup les arcs-en-ciel. Ensemble, ils s'amusent à attraper le ciel, les arbres, les papillons, les fleurs, les glands, les châtaignes, les champignons. Samuel ne voit pas pourquoi Cookie rigole autant lorsqu'il joue et que Samuel attrape le ciel violet, les arbres roses, les papillons beiges et roses, les fleurs blanches et grises, les glands et les châtaignes roses, les champignons verts. Ce que Cookie ne sait pas, c'est que Samuel raconte les couleurs qu'il voit vraiment. Alors Cookie, lui, aime beaucoup quand Samuel invente de nouvelles couleurs, qu'il est drôle. Mais un jour, le papy de Samuel vient le chercher et lui dit « Tu as fini avec tous tes trésors verts ?» Cookie s'arrête. Comment son papy a fait pour savoir il n'y a rien de vert dans leur trésor? C'est juste Samy qui invente des couleurs. Le lendemain, Cookie demande à Samuel « Comment ton papy a fait pour connaître notre secret ?»« Bah, il est daltonien comme moi. »« C'est quoi ?»
c'est quand on ne voit pas les couleurs comme toi. Moi, je suis content de pouvoir jouer avec toi. D'habitude, les autres ne veulent pas jouer avec moi. Et Samuel explique les couleurs à Cookie. S'il fait soleil, mon pull est vert. Si je suis dehors sous les nuages, il est beige. Il est rose. Dans les magasins, comme à l'école. À l'école, c'est difficile, parce que les feutres ont une couleur, et ce n'est pas la même couleur quand tu écris. Quoi, s'exclame Cookie? Oui, dit Samuel, regarde, le feutre orange. Il écrit en jaune. Et le feutre rose, il écrit en gris. Et le rose kaki, en gris aussi. Le feutre bleu ciel, il écrit en blanc. Et je ne vois pas ce qu'il écrit. Les couleurs, c'est difficile de les deviner. Elles changent tout le temps. Mais alors, c'est pour ça que tu pleurais l'autre jour? Oui, la maîtresse m'a mis un bonhomme rouge, alors que j'avais tout juste. Oh non, si! Elle m'a dit qu'il était vert, mais je sais que c'était pas vrai. Alors elle m'a expliqué, j'ai arrêté de pleurer. La maîtresse m'a dit, maintenant pour toi, je mettrai plus de couleurs sur les bonhommes, juste un sourire, pas de sourire, ou sourire à l'envers. Et c'est pareil au sport. Tu veux dire que c'est pour ça que tu n'arrêtais pas d'envoyer le ballon à mon équipe? Oui, je croyais que les dossards, c'était pour ne pas abîmer nos vêtements. Mais ils étaient pourtant très différents. Bah, moi, je les vois tous de la même couleur. Vert. Waouh! Et toi, ton papy et moi? Et la nuit? La nuit, quand il n'y a plus de lumière, regarde. Alors là, je vais vous inviter à venir là. À venir regarder la nuit. Oui, il faut regarder dans le trou. Regarde dans la boîte. Avance bien ton visage pour regarder. Et après, je vais te faire voir. Tu vas regarder l'image que toi tu vois et l'image que lui voit. Ils voient surtout les reflets. Oui, on le voit. Voilà. Donc en fait, ils vont voir tout noir sauf tout ce qui est brillant. Tout ce qui est brillant. Donc, question, les épinards. D'après vous, ils vont voir de quelle couleur? Les épinards. Les C'est-à-dire qu'on se met dans la peau des daltoniens voilà. et on imagine la couleur. Toi, quelle couleur? Moi, je pense qu'ils vont voir les jaunes. Non, c'est celui-là, l'épinard vert là. Oui, moi je dis gris. Gris. Ah, comment ils vont le voir? Oui. Non, ça c'est à l'ombre. Mais au soleil. Parce qu'on a vu que, bah oui, avec le pull, tu as vu, le pull il est vert au soleil, mais il est beige quand il fait gris. Et il est rose quand c'est la lumière électrique. Rouge. Au soleil, et l'épinard va apparaître rouge. En fait, ils font plus attention aux couleurs après. Ils en ont tellement marre que ça change de couleur qu'ils y prêtent pas du tout attention. Et ben imagine-toi que dès que tu changes de pièce, tous tes vêtements et tout ton univers change de couleur à chaque fois. Thermochromatique. Voilà. C'est-à-dire elle est influencée par la chaleur. C'est ça. Oui, c'est bien. Comment on repère un enfant qui va devenir... Alors, un enfant qui est daltonien, ça va être simple. Déjà, il va faire beaucoup de gribouillage chromatique. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule couleur dans son coloriage, puisqu'il n'en voit pas d'autres. Il n'y a pas l'utilité d'aller choisir un autre style. Donc, tous les enfants, à un moment donné, ils font des coloriages avec une seule couleur. Mais ça va être beaucoup plus long chez le daltonien, en fait. Il va souvent faire ça. Et puis, il va demander, on va simplement parce qu'on va lui dire, bah, tu colories la fleur, tiens, t'as qu'à prendre le stylo vert. Bah, il va pas être vert, le stylo. Hein. Donc, à force, bon, on s'en rend compte. Et dans le livre, je dis, les feutres, ils ont une couleur, mais ils écrivent d'une autre couleur. Pourquoi? Parce que le feutre, il est en plastique. Et donc, il va renvoyer la lumière du plastique, la lumière de la couleur plastique, il va renvoyer une couleur, il va la renvoyer d'une certaine manière. Alors que le feutre, l'encre, lui, ne va pas briller comme le plastique. Donc, ce n'est plus la même couleur. À daltonien, à qui on fait voir une couleur, on lui dit c'est quelle couleur, il fait pour trouver c'est quelle couleur. Il cherche avec la lumière quelle couleur ça peut être. Ils le font tous en plus, hein. J'ai pu voir... J'ai pu expérimenter chaque couleur. Ils ne peuvent pas percevoir. Alors, souvent le violet, ils ne le perçoivent pas du tout. Et ils ont peu de couleurs. Eu estilo
En rugby, place à la 3e journée du tournoi Destination. Et oui Mathilde, avec une petite révolution cet après-midi, puisque vous ne verrez plus jamais un Pays de Galles-Irlande comme avant. Fini les maillots rouges contre les maillots verts, couleur historique des deux équipes. Et les Irlandais seront en blanc. C'est l'instance internationale du rugby qui le demande pour aider les daltoniens à suivre les matchs. Ils sont 300 millions dans le monde à ne pas bien discerner les couleurs. Environ 8% des hommes confondent notamment le rouge et le vert, rendant la lecture du jeu difficile, nous explique Jonathan, daltonien de naissance. Il doit à chaque fois trouver des petites astuces. J'ai joué au foot en club et ça a déjà arrivé que mon équipe et l'équipe adverse, on ait vraiment des maillots très très proches en termes de couleurs et donc de faire des passes à des adversaires. Ah oui, ça c'est quand même très embêtant. Du coup, je jouais souvent en défense, comme ça il y avait généralement personne derrière moi qui fait la passe à part le goal. Et c'est pour cela, n'en déplaise à certains supporters qui dénoncent un non-respect de la tradition, que les instances internationales du rugby veulent généraliser cette directive pour une vision du sport plus inclusive. Une première dans le tournoi, mais déjà appliquée par l'Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde en France. Voilà, et donc Samuel, il était à l'école et sa maîtresse, on a su à la fin de l'année, mon petit-fils, on a su à la fin de l'année que la maîtresse l'avait torturé, à lui mettre des feutres tous les jours devant lui jusqu'à ce qu'il arrive à dire quelle était la couleur du feutre. Pour pouvoir dire à ma fille, vous voyez qu'il n'est pas daltonien. Donc je me suis un peu énervée. Et donc du coup, je l'ai fait changer d'école et j'ai écrit le livre pour que l'école suivante sache que c'est pas un problème de vision de couleur, c'est un problème d'éclairage de couleur. C'est un problème de matériel de couleur. Le daltonisme, c'est vous avez des cônes de vision dans l'œil, des cônes de couleur, et eux, il en manque. Alors, soit il en manque, soit ils peuvent avoir que du bleu dans leur cône, auquel cas ils ne verront que le bleu. Ils peuvent avoir une petite partie de rouge, une petite partie, je crois que c'est bleu, rouge, vert. Donc ils peuvent avoir une petite partie de chaque et avoir des manquements, des endroits où il n'y en a pas. Je sais qu'ils ne sont pas tous pareils et chaque daltonien il a sa propre façon de voir les couleurs. Mais ceux qui voient principalement le bleu, ils se ressemblent quand même pas mal ceux-là. Voilà. Donc, alors maintenant je vais vous dire, voilà, ça, à l'école, entourer le sujet en bleu, le verbe en rouge et le complément en vert. Voilà. Donc, si j'entoure le sujet en bleu, le verbe en rouge, le complément en vert, et que je regarde la correction de la maîtresse, est-ce que j'ai juste? Non. Ben non. Bon. Peut-être que c'est moi qui vois pas bien, mais est-ce que j'ai juste? Non. Toujours pas? Est-ce que j'ai juste? Et là? Oui. Et là? Non. Donc, le problème, c'est que si je vois aucune couleur, je vois ça. Comment je fais pour me corriger? Si je vois que le rouge ou le bleu, du coup, je fais comment? Et si j'intervertis ou si je vois pas le vert? Moi, je l'ai mis rouge, mais ça aurait pu être jaune, enfin... Donc même si là, nous, ça embêtait, hein, tous ces crayons de couleur papier, ces feutres, ces stylos, on a écrit les noms dessus parce qu'il sait lire. Et ben, c'est bien, mais la consigne, c'était tout colorié en marron. Vous avez fait à l'école, Ils ont des méthodes. Alors à l'école, il y va avec son livre pour rappeler de temps en temps la maîtresse qui est daltonien. Il faut qu'à chaque fois qu'il lui dise est-ce que vous voulez le relire? Je comprends pas, c'est pas un handicap invisible, je sais pas moi. Ah non, ça marche. Ils sont intelligents, ils peuvent faire des... On fait pour certains la fameuse méthode Montessori. Enfin, moi je le vois là où je travaille dans le milieu médical. On le fait maintenant pour certaines pathologies. Mais pour ce genre de personnes, on parle de couleur. C'est la MDPH qui reconnaît le handicap. Et la MDPH ne reconnaît que le handicap de daltonisme total.
Femmes sur la bande FM. Radio Bassin. Radio Campus 94 FM. Donc là, je vous propose Edgar est bizarre. Donc juste faites attention sur quoi est Edgar. Un vélo à petit trou. Alors, Edgar part à l'école tous les matins. Il est très fier de lui. Maintenant qu'il est grand, plus besoin que papa ou maman l'accompagne. Il connaît bien le chemin avec son vélo. Il arrive, se gare, range tout bien la roue avant. En classe, il a un copain. Il a un nom très drôle. Il s'appelle Cookie, comme les gâteaux. Ça, c'est bizarre. Aujourd'hui, la maîtresse demande de travailler à deux. Et c'est parti. Il faut coller des feuilles pour fabriquer un dé. Cookie dit « Tu coupes, je colle ». Edgar prend ses ciseaux et découpe. Enfin, déchire presque sur le trait. Edgar est fier de lui. Il a presque réussi. Je pense ça. Mais tu vas dire quoi? Lui, il le sait pas. Si, il le sait, mais là, pour une fois, il a drôlement bien fait. Dit Cookie, tu es gaucher? Si tu veux, on peut prendre le ciseau de gaucher. La maîtresse en a sur son bureau. Non, je suis droitier, pourquoi? Bah, si tu veux, je vais redécouper un peu. Cookie prend l'œuvre de Edgar et redécoupe sur le trait. Voilà, c'est pas parfait, mais... À toi, Edgar, vas-y, colle. Edgar se mord la lèvre et demande à Cookie de l'aider à couper le scotch. Zut de zut, ça colle partout, sur les feuilles, mais aussi sur les doigts. Et le voilà prisonnier du dé. Oh non! Cookie rigole tellement qu'il en a les larmes aux yeux. Edgar hésite et rit lui aussi. La maîtresse devant tout ce bruit arrive et voit le dé collé et rigole aussi. Mais Edgar, pourquoi tu n'as rien dit à Cookie? Dire quoi? Répond Cookie. Edgar est dyspraxique, répond la maîtresse. Il a du mal à savoir comment bouger et serrer ses doigts. Attends, je vais te dégager, Edgar. Vous voulez une autre feuille de papier? Non, dit Cookie, c'est notre dé. Comme ça, on saura où il est. Le soir, Cookie et Edgar repartent tous les deux. Cookie sur son vélo de grand, accompagné de Edgar, et son vélo à petit trou, pour ne pas tomber. Quelle bonne journée! Si on oublie de se moquer d'un enfant qui manifestement est en primaire et qui arrive avec un vélo à petit trou, ce n'est pas un bébé, c'est un enfant qui, s'il n'a pas les petits trous, il va tomber. Mais on sait très bien comment les enfants, ils sont trop mignons entre eux. Voilà, c'est le problème. C'est parce qu'ils sont un peu trop mignons entre eux.
Si vous avez des idées d'écriture, vous pouvez me le dire. Si l'inspiration vient. Parce que à chaque fois que j'ai écrit un livre, c'est parce qu'on me l'a demandé. Voilà, donc Samuel, c'est l'ami qui me l'a demandé. Edgar, donc c'est ma fille aînée qui me l'a demandé, parce qu'elle veut faire, comme elle est bilingue anglais très, très fortement, elle veut faire des cours d'anglais, mais pour les neurotypiques. Donc les neurotypiques, ce sont ceux qui sont atteints de maladies neurologiques, comme les dyslexies, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie. Voilà. Donc tous les 10, et voilà. Et plus si quelqu'un est intéressé. Donc du coup, elle m'a dit, est-ce que tu peux m'écrire un livre sur les neurotypiques de façon à ce que je puisse dire, voilà. Si vous vous reconnaissez dans ce trouble-là ou dans un trouble associé, voilà, vous pouvez faire cours avec moi et déjà, elle va comprendre le problème. Et donc du coup, voilà, ça c'est elle qui m'a demandé, ça c'est sa petite sœur parce qu'elle a divorcé. Et donc elle voulait expliquer le divorce à ses enfants de façon positive. Et puis celui-là, c'était pour aujourd'hui. C'était Laure qui m'a demandé sur la discrimination. Donc, c'est bien. J'ai apprécié le groupe là, est très solidaire et tout. Ben voilà, en fait, j'essaie d'écrire pour dire, ben voilà, on peut simplement dire que le voisin il est différent. Peu importe que ce soit une couleur de peau, un handicap ou simplement une façon de vivre, peu importe. En fait, on peut être dans l'autre comme il est. Voilà, on peut être dans la bienveillance en fait. Il n'y a pas besoin de savoir si l'autre se sent fille, se sent garçon, quelle est sa religion, sa taille, son poids, et j'en passe et des meilleurs, pour savoir si on peut se parler gentiment et s'accepter. Voilà. Merci. Merci. Je pense que j'apprécie, c'est que c'est très simple en fait. Mais autant dans le graphisme, parce qu'il parle de suite, que dans l'histoire en fait, c'est vraiment des. Normalement, les personnages sont censés ne jamais être dans la même position dans les livres, et en fait, moi j'ai fait exprès de les laisser dans leur position. Si vous regardez, Cookie a toujours cette position, il est toujours comme ça, les bras écartés, les jambes écartées, partout. Bah, à part quand il est censé courir de dos, j'ai un peu... Voilà, mais sinon, voilà, Zébulon, il est toujours pareil. Samuel aussi. Voilà, en fait, pour pouvoir bien les identifier, parce que certains enfants ont des difficultés à voir, par exemple, une vache en vrai, ils vont avoir du mal à identifier une vache en dessin ou en photo. Donc, en fait, en gardant toujours le même personnage, toujours dans la même position, on peut très vite comprendre ce qui se passe. Donc, de temps en temps, oui, il y a Julie, hein, elle est à droite, un coup elle est à gauche, mais elle est toujours dans cette position-là. Donc, elle est à droite ou à gauche, comme là, dans un sens ou dans l'autre, mais elle est toujours habillée pareil, la position est identique, tout est la même chose. De façon à ce que ça soit très vite, on identifie très vite. Bravo, ouais, c'est super. Ouais, c'est bien fait. Thématique, là, c'est... On a appris plein de choses et puis... Ben oui, on a appris beaucoup de choses. Pour moi, j'ai appris énormément de choses et qu'on ne savait pas les mots. On ne savait pas comment dire d'une maladie, qu'est-ce que c'était comme mot. Et ça, on ne nous le dit pas automatiquement, que ce soit des médecins, que ce soit... En tant que maman, on a un gros boulot de recherche en fait. Énormément. Avec Nathalie, mais ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que je suis vraiment très éloignée du monde du handicap à la base. Et c'est vrai que ce qui est appréciable, c'est que j'ai vu une nounou, mais qui peut repérer des choses déjà sur des enfants, et qui peut en tout cas informer en tout cas donner des petites pistes à des parents pour tout ça, parce qu'elle a vécu pour le coup des parcours elle-même et avec ses enfants qui sont assez atypiques pour le coup. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que d'enfants, on peut se dire oh là là, moi j'ai connu la grande souvent en fauteuil.
La petite avec des attelles, qu'elle appelait les jambes magiques. Voilà, parce qu'elle est hyper laxe. Au-delà de ça, elle est hyper laxe. Au-delà de ses maladies rares. Au-delà de ces maladies rares. Donc, toujours dans un process où tu vis avec la maladie, tu dis, voilà. Et souvent, quand on est de l'extérieur, on se dit, comment on fait pour vivre ça, en fait, avec des enfants qui sont porteurs de handicap. Et ce qui est hyper appréciable avec Nathalie, c'est qu'il y a toujours eu l'attention de valoriser des talents de chacune, en fait, ou des passions de chacune. Donc effectivement, la grande, elle était douée en langue, etc. Et voilà, elle a fusé en langue, elle est allée toute seule, pour le coup, avec tout son handicap, elle est allée toute seule en Corée. En Corée, voilà. C'est pas rien, c'est pas à côté. Je me rappelle de Noémie qui, à un moment donné, avec tout le poids en plus le harcèlement scolaire et tout ça, qui va avec, qui à un moment donné était passionnée de faire des choses. Elle a fait, comment ça s'appelle le truc là avec les animaux? De la taxidermie. Donc hop, elle a amené vers des taxidermes, je sais pas comment on dit. Un taxidermiste qui lui a donné des cours. Donc j'étais présente parce qu'elle avait 7 ans et comme elle est dyslexique, elle ne comprend pas tous les mots en français et donc il suffit de parler d'un langage un petit peu soutenu et elle ne comprenait plus. Donc le taxidermiste il me dit attention, je vais couper la boîte crânienne et il y aurait du liquide céphalorachidien qui pourrait s'en échapper. Du coup, de quoi on parle, qu'est-ce qu'il dit? Et moi je connais ma fille, je savais que ça allait lui plaire, il y a du jus de cervelle qui va sortir à la fin. Voilà, donc j'étais l'interprète en fait. Quand il voulait me dire quelque chose qui pouvait choquer l'enfant, il me le disait avec un langage soutenu, et étant dyslexique, elle n'allait pas comprendre. Donc elle allait devoir me demander, et donc à moi d'interpréter ou de lui dire non, bon, voilà. Et voilà, et ce que je trouve de hyper positif, c'est que pour le coup, toutes ces enfants qui sont porteuses de handicap et de maladies rares, effectivement, finalement, aujourd'hui, c'est des jeunes des femmes et des femmes même, on peut dire. Elles sont toutes les 3 mamans déjà. Ouais, elles sont largement mamans. Et finalement, et elles sont mamans, et elles ont du boulot. Tu vois, il y en a une qui est assistante commerciale, une qui est esthéticienne, et la deuxième, elle est finit son master 2 de littérature, elle va partir faire un doctorat. Donc voilà, il y a toujours eu cette projection de ok, c'est l'état physique ou c'est l'état neurologique, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, tant que mes enfants sont là et bien là, en tout cas il faut les porter vers l'avenir et les porter à traverser les choses et à aller vers ce qu'elles aiment et les stimuler pour aller vers des choses qu'elles aiment, etc. Et ça, je trouve que c'est, je trouve que c'est une belle, une belle relation. Ouais. Mais pour le coup, on est dans le cliché, puisque dans le cliché, les handicapés se plaignent. Alors là, oui, les handicapés sont narcissistes, ouais. Les handicapés veulent toujours qu'on s'occupe d'eux et voient pas le plus loin, oui aussi. Et en fait, j'ai dit, je veux pas de ça. Donc, je me suis moi-même auto-empêchée d'être comme ça. Parce que pour la première, j'étais allongée sur le dos pendant 6 mois. Donc, quand mon mari arrivait, j'étais presque à m'uriner dessus. Mais je faisais l'effort de me dire, il vient rentrer du travail, lui il est fatigué. Donc, je me disais, il va falloir se dépêcher. Donc, il essayait de se dépêcher autant que possible, poser ses affaires, avant de m'apprendre une bassine, m'aider à me déshabiller et voir que je fasse mes besoins. Et en fait, voilà, j'ai toujours fait comme ça. Et du coup, quand il y a eu le mien, quand la première année, j'ai vu qu'il y avait un bug. Parce qu'on la posait et elle ne bougeait pas. Donc, du coup, j'ai bougé la tête, j'ai bougé dans la pièce et j'ai vu qu'elle me suivait du regard. Donc j'ai dit c'est bon, c'est pas grave, le cerveau est là, elle me reconnaît, elle me voit, donc on est bon. Donc voilà, après c'était stimulation. La dernière, il a fallu de sa naissance jusqu'à ses 16 ans, elle avait kiné 1 à 2 fois par semaine. Voilà, c'est tout un engagement, ça c'est sûr.
Mais voilà, en tout cas pour quelqu'un de l'extérieur qui est pas du tout sensible à ça, sensibilisé ou qui connaît pas en fait, clairement. J'avoue que j'ai rarement vu des parents en fait qui qui encadrent les choses plus que n'importe quel autre parent. C'est possible de gérer, mais plusieurs comme ça, c'est. Est-ce que c'est oui. Est-ce que on peut appeler ça le courage? Non, je pense pas. Non, ça c'est plutôt la force mentale. Non, même pas. En fait, c'est que, quand vous êtes extérieur, vous voyez ce que je fais. Alors que moi, je m'occupe de mes enfants normalement. Moi, j'ai mes 6 enfants, ils sont dyslexiques. Mais Marouane est autiste. Mais dyslexie aussi, ça a été très dur. Après, il y a eu beaucoup de... Voilà, la vie ne m'a pas donné de cadeaux. Ni à moi, ni à mes enfants. Mais, comme elle vient juste de dire, tu leur donnes, tu vois qu'un est plus intelligent que l'autre, ok, toi, ça serait bien que tu puisses faire ce chemin-là. Ouais, mais toi aussi, tu fais ça. Moi, ils ont eu tous leur bac, pourtant, ils sont dyslexiques. Mais ils n'ont pas suivi leur bac, ils ont suivi d'autres chemins, tu vois, d'autres travails. Mais, à fin de compte, au contraire, je suis fière parce que d'être dyslexie, le 3e, il est directeur d'un centre culturel, d'un centre de loisirs. Ma fille a eu ses diplômes, et elle commence aussi à travailler sur ça. J'en ai un qui est cariste, qui conduit les engins. J'en ai un qui est maçon. Mais quand ils sont petits, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Voilà, ils sont proches, je ne savais pas quoi faire. J'étais jeune. J'étais très très jeune et très seule. Voilà. Mais après c'est un combat parce que moi je me rappelle qu'il faut des fois il faut s'opposer au médecin, il faut aller chercher ailleurs, il faut s'opposer à l'école, il faut chercher ailleurs, il faut trouver des alternatives, il faut compenser des choses, il faut être moralement là parce que finalement n'importe quel enfant déjà c'est difficile de grandir, mais encore plus quand tu es porteur de handicap et que tu peux être te sentir un peu isolé, un peu différent, c'est pas facile. La bienveillance que tu décris, elle est... C'est ce que j'aurais aimé. Voilà, la coopération. C'est absolument pas ce que j'ai eu. La coopération entre les enfants ou même les gens, en fait, les personnes, elle est pas innée, en fait. Elle se travaille, il faut y repenser, ça s'apprend et voilà. Non, il a fallu beaucoup se battre sur certains médecins. Par exemple, mon aîné, là, les moins bien. Je lui ai dit, on va changer de psychomotricien. Là aussi, il y avait erreur. On est arrivé chez une psychomotricienne, elle a fait le bilan. Et quand on rendu du bilan, la psychomotricienne m'a dit, d'abord, la dyslexie, ça n'existe pas. Donc, la dyspraxie non plus. Donc je vais intégrer votre fille dans un groupe d'adolescentes qui se sentent mal parce qu'elle a un mauvais rapport avec vous. Donc je lui dis oui madame, vous avez totalement raison, je vais en parler à mon époux et je reviens très vite, pas du tout vers vous. Et donc je suis partie, j'ai dit mais vous inquiétez pas, j'ai bien compris, ma fille a un gros problème de relation avec moi. Tout à fait, je vais en parler à son papa. Donc évidemment il faut dans ce cas-là, si on n'a pas de papa, on en invente un. On se sauve et on vient plus. Voilà. Donc quand on rencontre des personnes comme ça qui disent la dyslexie ça n'existe pas, l'autisme non plus d'ailleurs, c'est parce que ces troubles neuro ça ne se prouve pas. Donc on n'a pas découvert à l'intérieur du cerveau. Non, on n'a pas découvert à l'intérieur du cerveau comment ça ne fonctionnait pas. Mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Quel bilan tu ferais de cet après-midi ? J'ai trouvé que c'était super intéressant. Il y a vraiment eu beaucoup d'échanges, même hors animation. Ça a vraiment permis, je pense, de sortir le groupe de son quotidien et d'aller dans un endroit qui était vraiment très différent de ce qu'il connaissait. Et ça a pu ouvrir des échanges. Et puis même pour nous, on a pu se rendre compte que en fait, c'était vraiment un environnement qui pouvait être opportun pour faire vraiment plein d'autres choses, pour profiter des extérieurs, de la nature qu'on ne connaît pas forcément sur le quartier de la Rainerie. Donc je pense que c'est le début peut-être d'une nouvelle phase où on va peut-être essayer de découvrir d'autres choses hors quartier.
Sachant qu'on a eu l'opportunité de louer cette salle parce qu'on est en partenariat avec une association qui s'appelle Interagir et Créer, qui est située du coup à la Croix-Falgarde, et c'est grâce à eux qu'on peut bénéficier de cette salle et d'autres salles aussi qui sont présentes sur la Croix-Falgarde, donc on va en profiter au maximum. Et donc il y a des prochains rendez-vous. Il y a des prochains rendez-vous, pas de date encore vraiment calée, peut-être des périodes qu'on a, mais on reviendra rapidement vers tout le monde pour ça. Où est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors on peut nous contacter sur nos réseaux sociaux, Association Parle avec elle, sur les réseaux sociaux, ou alors par mail, sur le mail associationparleavecelle@yahoo.fr. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.